Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi 1er mai. Le feu en passe d'être maîtrisé aux portes de Jérusalem. Les flammes se rapprochaient dangereusement de la ville sainte ces dernières heures. Les secours israéliens sont à pied d'œuvre contre plusieurs foyers d'incendie. La France a proposé son aide. Un accord sur les terres rares entre Kiev et Washington, négocié de haute lutte, il offre aux États-Unis un accès privilégié aux ressources ukrainiennes. Il est moins défavorable à Kiev que la mouture précédente qui a évolué à Volodymyr Zelensky, une humiliation à Mondovision il y a quelques semaines. Mais il laisse beaucoup de questions en suspens, on y reviendra dans le journal de 11h. Nous sommes le 1er mai, journée internationale des travailleurs, traditionnellement chômés dans le monde entier. Image ici du cortège à Dunkerque, dans le nord de la France, autour du site d'ArcelorMittal. En France, 260 manifestations sont prévues aujourd'hui. À Paris, le traditionnel cortège partira à 14h de la place d'Italie. Mobilisation, une fois de plus, sans unité des syndicats de salariés. Et ce sont de ces salariés, de ces travailleurs, de ces travailleuses dont nous allons parler ce matin. Des travailleurs confrontés à une révolution dont on peine sans doute encore à mesurer l'ampleur, celle de l'intelligence artificielle et plus encore celle de l'intelligence artificielle générative. Depuis l'arrivée de ChatGPT et consorts dans nos vies et dans nos bureaux, des machines capables d'assimiler, de créer du contenu écrit, visuel, audio, plus vite, plus efficacement et pourquoi pas mieux que nous autres humains. L'intelligence artificielle est-elle une menace pour nos emplois, une opportunité au contraire de les réinventer? Doit-on travailler avec ou contre l'IA? C'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui avec Paola Toubaro, Jean Catan et Yann Léchel. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là en ce jour chômé ici en France. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Paola Toubaro. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez sur ces questions d'intelligence artificielle. À vos côtés, Yann Léchel, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, cofondateur et directeur général de Probable, une entreprise qui développe des outils d'intelligence artificielle en open source. C'est Jean Catan, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. Alors on se pose la question, en ce 1er mai, fête non pas du travail, mais des travailleurs, journée de revendication historique des travailleurs, de ce que l'IA représente une menace telle que nous la connaissons aujourd'hui. La formule a le désavantage de la synthèse qu'elle produit. Les menaces, si elles existent, sont bien différentes en fonction des secteurs d'activité. On va y revenir. Cela étant dit, et avant d'aller plus loin, première remarque, peut-être pour commencer avec vous, Paola Toubaro, l'IA dans nos métiers, comme dans nos vies, elle est déjà partout, depuis longtemps, sans qu'on y prête forcément attention. Oui, l'IA est déjà partout. Nous l'utilisons que ce soit traducteurs automatiques, des petits outils qui sont désormais intégrés à tous les logiciels que nous avons dans nos bureaux, dans nos activités. Et la question, on peut poser beaucoup de questions en fait, mais avant, je pense de s'interroger ou d'avoir peur des pertes d'emplois massives qui, jusque-là, ne se sont pas matérialisées. Il faut peut-être regarder de plus près quelles sont les transformations concrètes des emplois qui sont déjà là, en fait. À partir de l'émergence de nouveaux métiers ou de la révalorisation de métiers qui existaient déjà, comme celui d'ingénieur ou d'informaticien, enrichis par ces potentialités et en même temps la naissance des nouveaux rôles à côté de la technique qui sont plus ou moins élevés, plus ou moins valorisés et qui parfois en fait, représente des créations d'emplois, mais pas forcément dans des bonnes conditions. On va bien sûr développer ce que vous venez de dire. Ça en invente certains, ça en enrichit d'autres, et puis ça rend certains métiers obsolètes. Avec l'IA générative, Yann Léchel, on a franchi un palier. L'IA existe depuis longtemps, on l'a dit. On vit en ce moment une avancée technologique majeure qu'on pourrait comparer à quoi? À la révolution industrielle? Alors pas tout à fait, parce qu'on est quand même sur une séquence assez longue. L'IA existe depuis au moins 50 ans, de manière assez théorique, a traversé plusieurs hivers. On parle des hivers de l'IA qui ont duré parfois une décennie ou plus, où les avancées ou les promesses ne se sont pas matérialisées. Mais avec ChatGPT et les IA génératives, on a atteint un nouveau palier dans l'accélération
de l'adoption et de la prise de conscience de ce qu'on peut faire avec. Et l'engouement des années 2023, 2024, 2025 est lié précisément à cette invention algorithmique qui se traduit par ChatGPT, très clairement, qui fait que chaque humain a pu manipuler la puissance de cet algorithme qui rend presque obsolète notre capacité unique en tant qu'animal, espèce animale, de manipuler le langage. Ce qui veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la machine nous menace dans ce qui nous distingue de l'animal. C'est ce qui a été saisissant et qui fait qu'aujourd'hui, on a un engouement à la fois capitalistique, économique et même sociétal sur ce sujet. Donc l'accélération, elle est claire, elle est franche. On ne sait pas encore où ça nous mène, mais il faut évidemment apprendre à naviguer ce terrain. On ne sait pas où ça nous mène, mais on y va. Certains, Jean Catan, ont comparé l'arrivée de l'IA générative à l'invention de l'électricité. On a pu voir en début de semaine à quel point on ne pouvait plus se passer d'électricité après la panne géante en Espagne. On est dans la même situation là aujourd'hui avec l'IA générative. Oui, je pense que si on est en train de créer une relation de dépendance qui est probable, je pense qu'il nous faut avant tout nous serrer les coudes d'abord, nous mettre autour de la table, mettre ces outils au milieu de l'espace de discussion et engager ce qui est dans notre droit du travail, d'ailleurs ce qui est au bénéfice de l'ensemble des travailleurs, mais aussi des structures, c'est le dialogue social. Le dialogue social autour de ces objets technologiques est absolument fondamental, tant il touche vraiment à ce qui nous distingue. Et ça, c'est encore quelque chose qui est assez peu existant, finalement, dans la pratique. Et c'est pour ça que nous, au Conseil national du numérique, ce qu'on a porté comme démarche et comme initiative, c'est Café IA. Et c'est une manière, justement, de mettre ces outils-là au milieu de la table, à travers une discussion informelle, un partage de connaissances entre pairs, puisque c'est beaucoup comme ça aussi que se fait l'apprentissage sur le numérique dans le milieu professionnel, et de se dire, bon, en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ? Qu'est-ce qui est menacé chez nous? Qu'est-ce qu'on y voit comme perspective? Et ensuite, que ce soit ce dialogue social-là qui guide les développements dans l'entreprise. Alors, il n'y a pas de café, mais c'est effectivement le sujet de l'émission. L'IA qui n'a que faire des jours fériés, ni des vacances, ni du décrochage numérique, ni des horaires de bureau, ni des coups de fatigue. Et effectivement, le dialogue social autour de ce que peut représenter comme menace cette IA pour notre façon de travailler est essentiel. On va rentrer dans le vif du sujet avec les grandes familles de métiers qui pourraient être menacées à terme par cette IA, et en particulier l'IA générative. C'est Sophie Samaï qui nous en dresse en images les grandes lignes, et on se retrouve juste après. Dans ce magasin de prêt-à-porter en région parisienne, pas de vendeuse pour vous conseiller, mais ce petit robot à l'air jovial qui connaît l'ensemble des produits disponibles. Ici, comme dans d'autres commerces, l'intelligence artificielle a déjà remplacé certains employés, à l'accueil comme aux caisses, devenus automatiques. Selon un récent rapport du Pew Research Center, caissiers, vendeurs et réceptionnistes sont les professions les plus menacées par l'intelligence artificielle pour les 20 prochaines années. Suivi des chauffeurs routiers et livreurs, progressivement remplacés par les véhicules autonomes. Des véhicules en plein développement qui séduisent déjà bon nombre de sociétés, comme ici aux Émirats arabes unis. L'intelligence artificielle a prouvé qu'elle était meilleure que les humains pour contrôler les voitures. Lorsqu'il s'agit de voitures à conduite autonome ou de voitures autonomes, l'intelligence artificielle est meilleure en termes de capacité à contrôler une voiture qu'un être humain. L'étude cible aussi les journalistes, les ouvriers d'usine et les ingénieurs logiciels, des professions aux tâches répétitives et routinières ou qui font appel à l'image et à l'écriture, deux domaines largement exploités par les outils d'intelligence artificielle actuels, accessibles à tous. Pour cause, l'IA est capable de lire, d'écrire et de comprendre les données basées sur un texte simple. Alors graphistes, scénaristes, artistes, tous ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. En 2023 déjà, les scénaristes d'Hollywood en grève craignaient pour l'avenir de leur métier. On sait que c'est en train d'arriver, c'est nous qui avons imaginé Terminator, alors on sait que ça va arriver tôt ou tard. Métro, robot, dodo, les professionnels du secteur financier pourraient eux aussi voir leur travail disparaître. Selon un rapport du Conseil de stabilité financière, 28% des emplois du secteur bancaire au Royaume-Uni sont menacés d'automatisation, sans parler de toutes les analyses de données ou études de marché que l'intelligence artificielle peut générer en quelques minutes à peine. A contrario, même si l'IA bouleversera sans aucun doute leur manière de travailler, les métiers manuels comme maçon, plombier ou charpentier ont encore de beaux jours devant eux.
Voilà, je salue Caroline Fredriksson qui nous a rejoint depuis Genève. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes la directrice du département de la recherche à l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. On s'interrogeait sur quel type d'emploi pourrait être menacé, voire supprimé à cause de l'intelligence artificielle. Je crois que pour répondre à cette question, à l'OIT, vous avez demandé à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Alors, on a fait des recherches, surtout sur les professions, et on a découvert que c'est plutôt les tâches qu'il faut considérer. C'est les tâches qui seront remplacées plutôt. Et alors, il faut regarder quelles sont les professions avec des tâches plutôt répétitives, prévisibles ou facilement automatisables. Et ces tâches, alors il y a des professions qui sont plus menacées parce que ces professions ont plus de tâches comme ça, comme des services administratifs et des autres. Mais il faut savoir que c'est vraiment, c'est pas toujours, ou pas, c'est pas tout à fait en menace, mais ça peut être aussi c'est des enjeux pour nous, pour assurer qu'on peut automatiser des tâches répétitives, mais aussi augmenter le travail pour essayer de assurer que tout le monde a le travail décent. Et ça peut même faire le travail plus intéressant et plus productif. Voilà, vous avez abordé des points très intéressants. Paola Tubarão, on va en décliner quelques-uns. D'abord, question simple, réponse j'imagine compliquée. Est-ce qu'il y a des emplois dans les 10, 20, 30, 40 années qui viennent qui n'existeront plus, qui seront supprimés parce que l'IA les fera mieux, les fera plus vite, les fera moins cher ? Moi, je crois que les emplois vont surtout changer plus qu'être supprimés complètement. Et on a vu tout à l'heure l'exemple des caisses automatiques. Mais en fait, si la caissière n'a plus à faire le travail qui maintenant peut être automatisé, elle est quand même là pour s'assurer que s'il y a un problème technique, on puisse le résoudre, pour rassurer les clients énervés parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des vols, parce que les caisses automatiques ont été aussi associées à une augmentation du nombre de vols. Et donc, en fait, son métier change. C'est-à-dire qu'elle doit être beaucoup plus attentive à des choses qu'elle regardait peut-être auparavant. Elle doit faire un travail plus émotionnel, de contact avec le client. Elle doit se doter de compétences techniques pour comprendre pourquoi et comment la caisse ne marche pas à un certain moment. Et donc, en fait, c'est un changement, c'est une modification. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà des manières assez... Je vois acquiescer exactement, parce que la sociologie vraiment est la discipline maîtresse dont nous avons intimement besoin en fait pour comprendre ce qui se passe, mais depuis des années et des années. C'est-à-dire que la transition numérique nous montre certaines dynamiques qui ont été identifiées notamment par de très nombreux chercheurs, mais on cite beaucoup aussi David Gaborio par exemple dans les travaux du Conseil, mais qui sont l'invisibilisation, l'exigence de productivité, l'isolement et la surveillance. N'oublions pas qu'au moment du Covid, le nombre de plaintes auprès de la CNIL en matière de surveillance au travail a atteint des sommets. Donc ces dynamiques-là, elles sont là. Les outils d'intelligence artificielle vont s'inscrire dans la lignée, justement, sur cette longue traîne de la numérisation de l'emploi. Et c'est sur ça qu'il nous faut porter notre attention aujourd'hui. Le cas du remplacement ou de la modification du travail en caisse est fondamental. Je veux dire, quand on a, même dans notre cantine, par exemple, au ministère, on a des caisses qui prennent en photo, en gros, nos plateaux. Et en fait, cette photo est envoyée sur l'écran de la caisse enregistreuse pour que, après notre passage, la personne puisse la traiter sur un écran qui est pas fait pour ça, c'est un écran de caisse. Donc on a invisibilisation, dégradation des outils. Vous dites alerte au danger, vous. Bah oui, complètement. Non, mais surtout, mettons cette question au milieu de la table et puis discutons-en et voyons comment est-ce qu'on accompagne tout le monde dans l'évolution de son emploi. Voilà, des métiers transformés
Mais Yann Leichel, on le comprend, et pour l'instant, pas forcément pour le mieux. La perte de liens sociaux, l'invisibilisation, le fait d'être seul, vous avez utilisé le bon mot, mais il m'échappe là, l'isolement. On sent que le progrès va peut-être plus vite, effectivement. Alors, je pense qu'on peut parler de Joseph Schumpeter, qui avait quelque part imaginé que la technologie, même si elle est plutôt neutre par défaut, cette technologie peut être destructrice d'emplois pour en recréer de nouveaux. Sauf que, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes dans une phase d'accélération radicale, et donc la société n'a peut-être pas le temps de se reconfigurer pour digérer ces emplois détruits, qui seront détruits parce que cette IA grignote les tâches. Détruit, hein, pas vous. Détruit. Ouais. Il y a des emplois qui n'existeront plus. Alors non, je ne dis pas ça. Je dis que des emplois, des contrats seront détruits parce que cette IA grignote des tâches. Elle en grignote tellement que finalement, ça sera peut-être invisible au niveau d'une personne, en particulier dans une entreprise qui adopte l'IA, mais comme le gain de productivité est recherché partout, alors au niveau d'une strate particulière, et on parle aussi de col blanc, évidemment, donc des tâches qui sont très très répétitives peut-être dans les métiers assez sophistiqués. On va du trader à l'employé de bureau que l'on considère peu qualifié. Hein, et l'ironie du sort, c'est que les ingénieurs, les informaticiens sont en train de créer les conditions pour le replacement de leur propre emploi. Ça, c'est terrible. Et les Américains, qui sont, eux, des espèces de concentrateurs de valeur et de puissance, sont en train d'accélérer d'autant plus en créant les outils qui créent le logiciel de demain, qui leur permet de capter la valeur. Et pour moi, le danger est là, parce que notre société est fragile, elle est endettée, on a un système social généreux, voire plus que généreux. Si on continue d'utiliser des technologies américaines qui, elles, captent la valeur, détruisent des emplois en France, en Europe, comment allons-nous pouvoir subventionner cette transformation-là? Donc, vigilance sur ces effets qui sont potentiellement désastreux sur notre économie, parce que la question de la croissance est en jeu, la question de la compétitivité est en jeu, donc on n'a pas le choix. On doit quand même être compétitif, donc on doit adopter cette IA, et en même temps, on doit la maîtriser pour pouvoir la déconstruire, la comprendre au niveau des enjeux sociétaux. C'est vraiment ça l'enjeu. Caroline Frederickson, vous vouliez réagir. Juste un chiffre avant de poursuivre. OpenAI, qui est donc la société mère de ChatGPT, avait dit il y a quelques mois que 80% des travailleurs aux États-Unis pourraient voir leur emploi non pas détruit, mais affecté, modifié par l'intelligence artificielle. Alors, ça, je pense que c'est vrai, mais c'est comme la technologie a impacté sur le travail depuis longtemps. Alors, l'Internet et tout ça. Alors, mais je veux dire qu'en continuant ce qu'on a dit récemment, alors, en tant qu'agence de l'ONU qui surveille sur le travail et le travail décent, c'est le OIT qui soutient l'adoption de politiques favorisant le développement des compétences numériques, l'apprentissage tout au long de la vie, le renforcement de protection sociale à travers notamment la négociation collective et une rémunération équitable. C'est pour l'OIT, c'est très important de renforcer l'idée que c'est entre les partenaires sociaux, le gouvernement, les employeurs, le travailleur, le représentant, qui doivent assurer que la transition bénéficie à tous et pas continuer à écarter ou bien de rendre le travail plus inégal. Alors, mais alors pour vieillir, comme on a dit, on doit faire face à l'IA, mais comment? Et ça, c'est la question très importante. À propos d'inégalité, Paola Toubaro, je crois que c'est un chiffre de l'OIT, justement. Les femmes, dans cette révolution numérique, 2,5 fois plus touchées que les hommes, parce qu'elles sont plus présentes dans ces postes précisément concernés par l'automatisation. À l'inverse, les domaines professionnels où les hommes prennent de la place, la sécurité, les transports, la construction, seront moins affectés. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans aussi, dans ce creuset-là.
Oui, tout à fait. Il y a des enjeux de genre qu'on retrouve un peu tels quels, comme on les connaissait dans d'autres secteurs de l'économie. D'ailleurs, il y a une présence en particulier des femmes aussi dans des domaines où les tâches répétitives et continuent d'exister et ne sont pas éliminés facilement par l'intelligence artificielle, et c'est précisément pour la préparer. C'est-à-dire que pour que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui fonctionne, il faut des grandes masses de données sur lesquelles les algorithmes puissent être entraînés. Or, quelqu'un doit les préparer, ces bases de données. Et il y a bien sûr les ingénieurs, les spécialistes qui conçoivent le processus, mais en fait, après, il y a des foules, des gens qui font vraiment de la préparation de données détaillées, de la notation. Il y a les images qui doivent servir, par exemple, pour qu'une voiture autonome apprenne à reconnaître la route, les vélos, les arbres, les piétons. Et bien, quelqu'un doit lui dire où sont les piétons, la route, les vélos. Et en fait, il y a des gens qui sont payés pour faire exactement cela. C'est du travail qui est créé, qui a une demande directe de la production d'intelligence artificielle, qui est hyper répétitif, rébarbatif, et qui est en fait souvent externalisé et encore plus souvent délocalisé, et qui est très souvent pratiqué par des femmes par ailleurs, puisque c'est en partie du travail qu'on peut faire à la maison, à distance. Et donc, du coup, on voit là aussi apparaître des inégalités assez fortes et qui viennent du fait qu'il y a une division inégale du travail déjà en général, et une division inégale des tâches domestiques. Et d'ailleurs, on pourrait parler aussi de la fracture de productivité entre les pays et leurs différents niveaux de développement. Pour revenir sur l'un des arguments, peut-être avec vous, Jean Catton, mis en avant par les partisans de l'IA dans le travail, il y a, et c'est ce qu'on entendait à l'instant du côté de l'OIT, que des tâches réalisées par des machines peuvent laisser du temps dans le cadre du travail à des activités plus complexes, plus intéressantes, plus valorisé, plus valorisable. Je vous vois... Oui, non, parce qu'en réalité, la pente, c'est plutôt de se dire on va plus faire de choses, parce qu'en réalité, on a tous des agendas et des exigences qui sont très très hautes, et en réalité, l'ensemble de nos tâches à réaliser est quasiment infini dans tous les emplois. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est un accroissement de la demande de productivité individuelle, qui n'est pas d'ailleurs forcément au bénéfice de la productivité ou de l'intérêt de la production de la structure. Et surtout, avec ces outils d'intelligence artificielle générative, on observe deux choses qui sont malheureusement en faveur de l'isolement, encore une fois, et non pas de la réflexion collective qui pourrait être un des temps dégagés et utiles. C'est qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire l'usage dans l'ombre de ces outils-là. C'est-à-dire que 70%, je crois, des personnes qui utilisaient l'IA jusque récemment n'en parlaient pas du tout à leur collectif de travail, ce qui est un problème. Parce que quoi ? Suspicion, parce qu'on l'utilise mal, parce qu'on ne sait pas si on est en train de faire une bêtise, on ne sait pas si on est en train de camoufler un travail qui est attendu, etc., etc. Il y a une sorte de gêne. Et donc, il faut vraiment mettre cette question au milieu de la table. Et ensuite, parce que la réflexion, on va la voir avec ce pseudo-agent conversationnel qui parle en disant « je », qui prétend être une personne ou quoi que ce soit, alors que c'est une machine statistique. Enfin, en gros, on a un énorme problème parce qu'on a une fragmentation de la discussion collective avec une interface, qui va s'intégrer finalement, parce que c'est aussi un problème qui nous renvoie à ces questions-là. C'est-à-dire que tous nos ordinateurs, dans l'administration publique, sont sous Microsoft. Avec les mises à jour quotidiennes qu'il y a et potentiellement l'intégration demain de Copilot, ça nous renvoie quand même à ces questions-là. C'est-à-dire que Copilot est dans l'un des outils de l'IA générative. Et donc que l'on va avoir cette discussion avec Microsoft et qu'on va peut-être plus la voir en réunion. Parce qu'en effet, la réunionite, c'est quelque chose que nous connaissons bien, mais qui est quand même le lieu de la réflexion collective. Yann Léchel là-dessus ? C'est un sujet de concentration. Donc pour moi, c'est un sujet éminemment politique aujourd'hui. La technologie n'a jamais été autant politique, évidemment sociétale, technologique, et les États-Unis qui ont évidemment inventé toute cette Silicon Valley qui crée l'innovation et qui la déploie, qui est très souvent pratique évidemment, est en train de créer les conditions d'une dépendance totale. Donc nous devons évidemment se poser la question de l'usage pour adopter ces outils, pour avoir des gains de productivité et évidemment être dans le coût. C'est nécessaire d'une part, mais d'autre part au niveau de nos dépendances technologiques sous-jacentes. Donc il est important que nous ayons une filière, et d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que nous avons depuis le 22 avril 2025 une filière du numérique de confiance. C'est nouveau en France, donc nous avons enfin une industrie du numérique qui fait qu'on va pouvoir se poser des questions dans le bon ordre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des champions locaux qui eux-mêmes vont générer des emplois techniques,
moins techniques, qui vont créer des outils qui seront nos outils, sur lesquels on peut s'appuyer. Aujourd'hui, il y a tendance à dépendre un petit peu trop facilement par défaut de technologies étrangères qui ne sont pas culturellement intégrées avec nos valeurs locales. Encore une fois, les Américains sont très proches des Européens de ce point de vue-là, mais c'est tout de même une approche très radicale qui s'intéresse peu finalement aux données personnelles et qui valorise un système de concentration. Donc voilà, à nous de faire nos plateformes, à nous de développer, de déconstruire ces technologies et de les reconstruire à notre image. Sauf que pour l'instant, les Américains ont pris... Ils ont l'avance. Ah oui, sacrée avance. Les GAFAM, malheureusement, valent 15 000 milliards et ont accès à 5 milliards d'humains sur Terre. Là-dessus, Caroline Frederickson, à l'OIT, est-ce que, autour de la question comment travailler avec ou contre l'IA, il y a cette question d'avec quelle IA on travaille ou contre quelle IA on va travailler? D'où vient-elle? Ouais, mais je suis d'accord que la concentration, c'est toujours un problème dans le commerce. Mais c'est plutôt ce que je veux répéter, que je dis avant, c'est que il doit être, l'IA doit être contrôlée par les humains. Alors, il faut avoir une politique, les gouvernements, les employeurs, les travailleurs doivent travailler ensemble pour mettre en place des lois, des régulations pour assurer que l'IA sera toujours surveillée par des humains, que c'est une question tellement importante qu'il faut avoir un dialogue social entre ces parties sociales, parce qu'autrement, on peut avoir vraiment un cauchemar dans le futur. Mais c'est aussi une technologie qui peut permettre un avenir plutôt juste qu'injuste. Oui, il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'être anti-progrès. Il y a des outils merveilleux dans la médecine, notamment, et qui participent au bien commun. Mais à propos de cette phrase intéressante, il faut que l'humain puisse surveiller l'IA. On n'est pas non plus complètement écrasé, Paola Tubarro, jusqu'ici. On connaît les risques que peut représenter l'IA générative sur les métiers de la création, notamment audiovisuels, sur les traducteurs, sur les doubleurs. Mais on a vu quand même, il y a quelques mois, les scénaristes américains qui ont fait une grève incroyable pendant plusieurs semaines, avoir gain de cause sur la résistance face à l'IA. Donc on n'est pas obligé de subir, en tout cas pas pour l'instant. Oui, et je salue ces tentatives, ces efforts qui sont faits dans différents pays d'ailleurs et dans différents métiers pour en fait s'approprier les conditions de production et d'usage de l'intelligence artificielle. Alors il y a eu effectivement cette grève très intéressante des scénaristes américains. Si je pense à la question de la production de la notation de données dont j'ai parlé tout à l'heure, en particulier au Kenya, où ils ont en fait préparé les données pour ChatGPT, pour OpenAI, et fait beaucoup de travail pour Meta aussi, dans des conditions, faibles salaires, contrats précaires, etc. C'est en même temps, c'est le premier pays où les travailleurs de ce type-là se sont organisés. Ils ont porté plainte contre Meta et contre l'entreprise qui les embauchait, le sous-traitant qui les embauchait pour faire respecter les conditions d'un travail décent. Et c'est des initiatives tout à fait intéressantes parce qu'ils portent aujourd'hui un discours sur ce que devrait être l'IA, quels sont les avantages qu'on voudrait espérer, y compris pour le continent africain qui a été assez à la périphérie quand même de tout cela, et pourtant impliqué dans la chaîne de production des grandes entreprises américaines, et pourtant désireux de pouvoir utiliser lui aussi le mieux de cela pour développer sa propre économie, sa propre vie sociale et politique. Mais il y a l'échelle au-delà du contenu, peut-être parfois de meilleure qualité ou dans un temps plus court. Je pense aux synthèses notamment que peut produire l'IA, qui peuvent être
être utile dans un travail au quotidien. Il y a effectivement une espèce d'existence parallèle entre ce que peut faire une IA, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a que faire des horaires, des jours fériés, des vacances, et d'un travailleur qui dira, on est aujourd'hui 1er mai, et bien sûr c'est une journée, on se souvient de la lutte pour les acquis sociaux, qui ne travaille ni la nuit, ni le week-end, ou alors avec des dommagements. Il y a deux réalités dans le monde de l'entreprise qui vont coexister. Est-ce qu'au bout d'un moment, question peut-être un peu bête, mais les patrons vont pas dire, écoutez, voilà, moi j'ai une machine qui peut travailler jour et nuit et ça me coûte rien, vous me coûtez trop cher. Bien sûr, mais on parlait tout à l'heure de la notion de tâche, et cette technologie qui est neutre par défaut a des propriétés additives ou soustractives. Donc lorsque la machine fait des choses que l'humain ne sait pas faire, c'est merveilleux. Nous travaillons chez Probable sur des sujets algorithmiques, on va parler de l'IA des matheux, donc extrêmement quantitative, sur des grands volumes de données, qui apportent de la valeur, de la lecture sur des insights, des choses qui sont cachées dans la donnée, que l'on peut extraire grâce à cette IA. Donc ça, c'est intéressant parce que l'humain ne savait pas le faire avant. Donc c'est additif. En revanche, cette IA générative, elle, s'immisce un peu partout, dans Office, on le disait, mais aussi parce que les gens, discrètement, prennent un texte et le condensent. Le danger ici, c'est que ça remplace une tâche et que ça annule l'esprit critique. Ça, c'est le danger. C'est une pente glissante. Et on l'a vu avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec ces plateformes qui créent de l'addiction. C'est-à-dire ça l'annule, c'est-à-dire que ça n'en a pas, mais ça n'annule pas la compétence humaine pour le coup. Oui, sauf que là, on est entre adultes, nous sommes construits. La prochaine génération doit développer ce muscle comme nous, celui de l'effort, celui de l'esprit critique. Et je m'inquiète justement pour cette génération qui arrive. Donc évidemment, elle est formée correctement en France. On a une excellente école. En revanche, il va devoir résister à il va devoir résister. Et justement, si les raccourcis sont pris au mauvais âge, alors on va créer les conditions d'une génération, peut-être une génération perdue, qui, elle, sera dépendante de ces outils, sera en plus compressée parce que gain de productivité au niveau des employeurs qui vont dire, évidemment, pour ces tâches-là, je ne vais pas prendre encore un junior qui va me coûter cher, en plus avec des SMIC en France, etc., alors qu'en fait, un senior bien équipé peut faire 2 fois plus de travail. D'ailleurs, Jean Catan, parmi les modifications que l'IA générative apporte à nos métiers, on peut penser aux défis immenses qu'elle pose aux enseignants. Et chacun d'entre nous qui connaît un enseignant ou qui a un enfant à l'école aujourd'hui le sait. Le sujet numéro 1 aujourd'hui chez beaucoup de professionnels de l'éducation, c'est de faire la lutte, la chasse à l'IA. Exactement. Et des universités, d'ailleurs, des grandes écoles, sont en mesure aujourd'hui de proposer une réflexion collective. J'étais par exemple hier avec l'Université de Paris 2, qui a engagé une très grande réflexion collective sur l'évaluation des étudiants dans les universités de droit. Et là, on a vraiment un dilemme en face de nous qui est très important et qui mérite cette réflexion collective. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. Les cabinets d'avocats, par exemple, exigent de leurs recrues qu'elles sachent utiliser les outils d'IA en matière de droit. Et elles sont nombreuses, ces IA en matière de droit. Donc ça veut dire que maintenant, on va devoir avoir un apprentissage sur ces IA. Et en même temps, quand on évalue un étudiant, on s'attend à ce que ce soit justement sa pensée critique, par exemple, qui soit évaluée. Donc ça veut dire que l'on va avoir des évaluations qui vont se faire dans des cadres sans ordinateur. Et donc on a vraiment le propre d'une révolution. C'est-à-dire on prend un point et on revient au point de départ. Donc c'est le grand oral. Et en même temps, on va peut-être avoir aussi des évaluations dans des cadres qui sont full IA, totalement IA, mais qui sont contrôlés peut-être par l'université. Peut-être que l'université va devoir se développer ses outils, etc., etc. Donc on voit qu'en réalité, on a une démultiplication de l'approche de l'évaluation, une remise en question peut-être du sens qu'on a pu lui donner à tort, et de se dire, mais qu'est-ce que l'on recherche vraiment à transmettre à ce corps étudiant? Est-ce que c'est cette réflexion, cette capacité conversationnelle, cette capacité à résoudre des problèmes, cette capacité à utiliser des outils? C'est probablement un peu de tout ça, et c'est tout ça qui devra faire partie de l'évaluation demain. Avec la difficulté, Caroline Fredrickson, je ne vous oublie pas depuis Genève, qu'on est dans un moment où les gens qui travaillent aujourd'hui, les gens qui arrivent sur le marché du travail, c'est peut-être un peu moins vrai, mais peut-être ma génération, la vôtre, on n'a pas nécessairement été formés de façon dans nos corpus universitaires à ces outils-là. Du coup, il y a une double temporalité qui est compliquée pour une grande partie des travailleurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut qu'il y aura une politique qui s'occupe avec ces questions d'écart entre travailleurs, entre des générations qui peut-être les un peu plus âgés qui n'ont pas des compétences pour s'adapter.
les plus jeunes qui peut-être peuvent trouver plus facilement le moyen d'apprendre les nouveaux outils. Alors oui, c'est vraiment important de penser à la transition parce que même qu'il y aura des professions qui changent mais ne seront pas remplacées complètement, c'est peut-être les gens qui les font en ce moment qui vont être remplacés. Ça, c'est vraiment une question très importante parce que ces professions vont évoluer, transformer, s'adapter, utiliser des outils de IA. Et il y aura des gens qui n'ont plus la capacité d'évoluer avec les professions. Et ça, alors, même quand on dit que c'est très important de continuer à apprendre toute la vie, c'est la réalité qu'il y aura des gens qui n'ont pas vraiment la capacité d'apprendre ce qu'il faut avec le IA pour continuer dans ces professions. Alors, il faut avoir des protections sociales pour eux et penser comment faire une transition juste pour tout le monde. On pourrait aussi parler bien sûr de la fracture numérique, sur les compétences requises sur ce marché du travail sous IA générative. Il y a quand même, en tout cas aujourd'hui, des choses que des machines ne peuvent pas produire. La créativité, on parlait de la pensée critique, l'empathie. On peut parler par exemple, on peut évoquer les personnes qui travaillent dans des services d'urgence. Une machine aujourd'hui ne pourra pas remplacer un opérateur du SAMU. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça pourra l'être un jour Je crois que l'enjeu n'est pas vraiment de penser en termes de la machine qui me remplacera, mais c'est vraiment en termes de penser qu'est-ce que c'est qu'un emploi vraiment. Est-ce que c'est une série de tâches qu'on peut coder, imaginer et déléguer, ou est-ce que c'est qu'en fait un rôle social pour lequel les machines sont des outils et souvent bienvenus et bien utiles. Oui, c'est qu'elles ne sont pas fondamentalement ni négatives ni positives, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça vraiment dépend de notre capacité en tant que société à nous approprier ces outils, à les intégrer dans notre travail au quotidien. Et donc, on a parlé d'éducation et donc comment faire en sorte, en fait, que l'utilisation de l'IA parmi nos étudiants devienne quelque chose qui s'oriente vers leur formation, l'amélioration de leur employabilité future. Vous n'avez pas peur du risque de l'appauvrissement de la pensée Et en même temps, ça peut être quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, à utiliser techniquement ou voire à développer dans certains cas et dans certaines filières, mais sur laquelle savoir porter une pensée critique, savoir en fait comprendre quand est-ce que c'est utile de s'en servir et quand est-ce que ça ne l'est pas. Enfin, pas la traiter comme un jouet. Il y a eu une inégalité sociale importante par rapport au numérique, une partie importante de la fracture numérique. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été le fait, non pas seulement dans un pays comme la France, au moins, non pas tant qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés, parce qu'un smartphone, plus ou moins tout le monde l'a, mais en fait, quelle utilisation on sait faire de ces smartphones? Et en fait, les plus défavorisés sont ceux qui savent jouer, mais qui ne savent pas, par exemple, l'utiliser pour candidater pour un emploi ou faire les impôts. Et donc, en fait, comment orienter toute l'éducation et la formation vers un usage responsable, mais aussi un peu égalitaire de ces outils, et comment s'assurer qu'en fait que les bénéfices potentiels qui sont quand même importants soient répartis de manière égale parmi les différents groupes de notre société. Nous avons parlé tout à l'heure des hommes et des femmes. On pourrait parler aussi on a parlé des âges aussi. On peut parler aussi des différences entre pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Qu'est-ce qu'on peut se permettre comme ambition ici en France? Et qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre au Kenya ou au Venezuela, par exemple? C'est pas forcément la même chose. Mais donc, comment faire en fait que ces IA portent des bénéfices plus répandus? Il y a de l'échelle là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, il faut évidemment
s'approprier les outils au niveau régional, donc France-Europe, tout de même en ce qui nous concerne. On a aussi des lois qui sont particulières, mais ce qui m'étonne, et j'en parlais ce matin avec mon épouse, c'est qu'on n'a pas l'équivalent, ni pour le numérique, et encore moins pour l'IA, du permis de conduire. Et pourtant, chaque parent, en fait, tient la main de son enfant pour traverser depuis le plus jeune âge. Attention, la route est dangereuse. Et l'enfant, toutes les années, va traverser des jalons, va pouvoir traverser seul, il va pouvoir ensuite prendre un vélo, etc. etc. Non, là, aujourd'hui, les parents donnent des téléphones mobiles qui sont tout équipés. Et justement, voilà, on dépasse le cas de l'IA, là, c'est dans la société numérique. Voilà. Et c'est cet apprentissage-là qui aboutira à une capacité de réflexion sur le sujet au niveau sociétal. Donc, le danger, c'est évidemment cette arrivée soudaine dans nos outils professionnels. Donc, le travail, lui, peut potentiellement s'améliorer grâce à cette IA aujourd'hui, mais la question se pose de la génération d'après. Un mot avant de vous donner la parole, Jean Catan, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire avec vous. Yann Léchel, c'est un sujet très intéressant, l'histoire du tabou, le tabou autour de l'IA dans les sociétés, l'espèce de suspicion, la crainte qu'on peut ressentir nous aussi. Par exemple, pour parler de moi, pour l'instant, mais peut-être suis-je bête, j'ai tendance à me dire qu'avoir recours à l'IA va appauvrir ma réflexion, les documents ne passant pas par ma personne, je ne vais pas arriver à en extraire la substance scientifique moelle. Il y a quelque chose là-dessus aussi sur lequel on doit encore travailler. Oui, mais on apprend à nager en allant dans l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il faut maîtriser l'outil, il faut aller à son contact, il faut le challenger. Mais encore une fois, un adulte qui est construit est capable d'avoir ce rapport, alors que la génération plus jeune ou des personnes qui sont plus naïves par rapport à l'objet, peut-être une phrase cliché, mais si c'est magique, c'est toxique. Parce que précisément, on est dans la séduction, dans le rapport à un objet qui est puissant devant nous. C'est ce que tu évoquais. S'il n'y a pas cet échange dans un collectif, avec des gens qui comprennent profondément les couches qui constituent une IA. Une IA, c'est d'une complexité inouïe. Ça va des composants aux data centers, aux centres de données, aux couches applicatives, etc., etc. Donc il y a énormément de technologies. C'est complètement incompréhensible pour ceux qui l'utilisent de manière très naïve, très directe. Donc il faut avoir cet échange, il faut qu'il y ait un choc. Donc je vous félicite de ne pas l'utiliser, je vous encourage de l'utiliser parce qu'effectivement, il y aura un choc et vous en êtes capable, alors que d'autres, peut-être moins. Oui, il faut évidemment pas rester du côté de la route, mais au fond, la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, Jean Catan, c'est est-ce que on est capable de coexister avec des outils dont on comprendra peut-être un jour qu'ils sont meilleurs que nous, plus rapides, plus efficaces, plus synthétiques, et comment on peut cohabiter, coexister ? En accordant de l'importance à ce que nous sommes, je pense tout simplement. Il ne s'agit pas tellement d'êtres humains qui vont être remplacés par la machine, il s'agit de considérer à quoi est-ce que nous apportons de la valeur. Est-ce que nous valeur sociale. La valeur sociale, mais de la valeur aussi mentale, psychologique. On aime à citer les 3 écologies de Félix Guattari. Cette écologie mentale, cette écologie relationnelle, cette écologie vraiment au sens propre environnemental. Cette écologie mentale où on va se dire finalement que les idées qui vont proliférer dans nos têtes, peut-être qu'elles ont une petite valeur, et qu'on va aller un petit peu plus loin, qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'échange. Pourquoi pas avec une machine, mais avec beaucoup d'êtres humains qui vont nous apporter de la contradiction avec leurs biais pour aller à l'encontre de nos biais ou construire sur l'ensemble de cette diversité, cette pluralité. C'est fondamental. Donc, à côté de l'IA conversationnelle, à côté de l'IA de toutes sortes, cultivons aussi la page blanche. C'est peut-être ça aussi, finalement, qui est très important. C'est-à-dire que dans un environnement où nous sommes baignés dans un environnement technologique, donc se dire qu'il y a des espaces qui pourront accueillir aussi quelque chose qui est propre à ce qui nous émancipe aussi en tant qu'être humain. Parce que c'est ça qui est fondamental. Quand on pense au travail, il faut penser avant tout à l'émancipation de nos collectifs et de l'être humain. Et de se dire que cette émancipation, elle peut se faire par la valorisation de ce qui peut émaner de nos circuits de pensée, peut-être en interaction avec la machine, mais surtout et beaucoup dans des collectifs. À l'OIT, Caroline Fredriksson, on croit aussi au bien fondé de la page blanche ? Oui, mais je veux dire que c'est toujours important de penser au travail décent. Et l'IA fait partie. Alors, comme des autres aspects du travail, il faut avoir une politique avec tout le monde pour assurer
que l'IA ne doit pas nuire au travail. Il faut être contrôlé comme d'autres aspects, comme j'ai dit. Alors, c'est vraiment une technologie très surprenante, très transformante, mais quand même, ça fait partie du travail où nous avons depuis longtemps, nous avons eu des lois, des réglementations, des normes pour assurer que le travail est juste et décent et ça doit être continué. Paola Tobarro, pour conclure, il nous reste quelques secondes. On a du travail. On a du travail à faire pour améliorer le travail, mais c'est vraiment une IA pour qui et pour moi, c'est très important de se dire que ça doit être pour tous, les avantages et les bénéfices possibles, et pas seulement pour les quelques entreprises qui se sont imposées jusqu'ici. Voilà, l'IA pour tous, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci Caroline Fredriksen, vous étiez en direct avec nous depuis Genève pour l'OIT. Paola Tobarro, merci beaucoup, directrice de recherche au CNRS. Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Yann Léchel, merci beaucoup, cofondateur et directeur général de Probable, une émission à retrouver en replay, à réécouter en podcast si le cœur vous en dit. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.